Et là, je me penche et mon pantalon fend Ah! du haut vers le bas. Genre, ça pend en culotte. Tout le monde a bien ri et là, j'ai utilisé beaucoup le running gag puis je suis resté de même, là. Bonjour et bienvenue au Showcase des conférenciers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à mon podcast un ami. En fait, un ami commun nous a présenté, c'est Martin Gingras. Et depuis qu'il m'a parlé de toi, j'avoue que j'ai été curieuse puis j'ai été fouillée sur Internet. J'ai appris plein de choses à ton sujet. Bienvenue, Benoît. Benoît Chalifou. Enchanté, merci. Merci de l'invitation. En fait, c'est la première fois qu'on a une conversation comme ça à échanger. Mais bref, tu me connais un peu via les médias sociaux. Je te connais un peu via les médias sociaux. Et je suis très contente de t'accueillir Ben, ici. moi aussi, puis je pense qu'on va pouvoir prouver mon point qu'on n'a pas besoin beaucoup de se connaître pour avoir des conversations profondes. Les gens sont prêts à aller beaucoup plus en profondeur rapidement. Je pense que ça va être un beau showcase. Et en fait, on s'en va directement là. Moi, en ouvrant mes entrevues, Oui, j'aime amener mes conférenciers à quand ils étaient enfants. oui. Mes invités à quand ils étaient enfants. Ouais. Donc, quand tu étais en 4e, 5e année. Benoît, est-ce qu'il y avait beaucoup d'amis? Benoît, est-ce qu'il était solitaire? Oh non, il n'était pas solitaire pantoute, là. Benoît, ma mère dirait que Benoît, tous les professeurs l'adoraient. Et il disait toujours, on l'aime beaucoup, même s'il parle beaucoup puis il dérange tout le temps dans la classe. Mais il est tellement affectueux. Puis j'avais le don de... C'est juste que j'ai toujours eu beaucoup d'énergie, mais j'ai toujours eu la notion de respect pas trop loin. Fait que je savais où la ligne était puis pas la dépasser. Mais OK, fait que déjà très jeune, tu séduis les adultes avant de séduire les Oui. enfants, les Ben, autres. c'est-à-dire que je me rappelle d'une enseignante en 4e année, en fait, Thérèse, qui habitait sur notre rue, qui m'avait dit un jour, tu vas faire quelque chose avec la prise de parole. Ah! Parce que quand je faisais des présentations, ben, les jeunes vraiment avaient hâte et puis c'était comme un peu du théâtre. Et j'inventais là, à mesure. Ouais. Ben, je m'en allais là. Fait que quand les professeurs disent on a un exposé oral, toi, tu étais contente, Ah toi, oui. tu étais excitée. Ah oui, non, oui. Et d'ailleurs, ça me suivi au cégep et à l'université, je me rappelle, je suis en exec MBA, là, je fais un OK. programme, peu importe lequel, et je me rappelle que chaque fois que j'allais présenter, là, tout le monde s'arrêtait, là, puis c'était... ouais, parce que je voyais ça comme... en fait, je regardais et chaque présentation, c'était boring, c'était plate. Tout le monde était sur leur courriel, sur leur laptop. Puis je me suis dit, moi, c'est pas vrai que je vais faire ça. À chaque fois que je faisais une présentation, je dis, c'est pas vrai que je la fais pour moi. Il faut que je fasse différemment pour que les gens puissent être captés. Donc, tu savais qu'il fallait que tu ailles chercher l'attention dès le départ. Est-ce Ouais. que tu travaillais beaucoup pour préparer tes Jamais. présentations? Non, Jamais! jamais. Rien. Dans la spontanéité. Ouais. Mais je veux aller là. Raconte-moi, là, comment tu... La spontanéité. Ouais. Ben, c'est-à-dire que moi, on est le fruit de notre environnement. Moi, je Oui. crois à ça. OK. Évidemment, on est qui nous sommes, mais notre environnement va aussi faire en sorte qu'on va développer plein de compétences. Oui. Mon père était agriculteur et donc famille très nombreuse, 12 frères et sœurs. À l'époque, ils n'avaient pas de limite. Ça rentrait, ça sortait. Donc moi, les parties de Noël, machin, tu peux pas être introverti, Non. là. Tu n'avais pas le choix. T'es obligé d'être T'es- avec le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et par la suite, j'ai eu ma mère extraordinaire, une des femmes les plus admirables que j'ai pu connaître dans ma vie, qui en plus est ma mère, était prof, était enseignante. Ah. C'était une vocation pour elle, donc vulgariser, communiquer. Et donc, j'ai probablement... Puis le sport aussi, j'étais toujours un peu un leader naturel qui prenait la parole dans un groupe. Fait que toi, quand t'es jeune puis qu'on te demande qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand, qu'est-ce que tu réponds? Est-ce que tu sais déjà que tu vas évidemment utiliser la communication, mais est-ce que tu sais Non. déjà qu'est-ce que tu vas devenir? Non, parce que quand on me dit ça, moi, c'est secondaire. Tu sais, quand tu as un talent, j'ai envie de dire, un talent qui est presque naturel. Inné. Oui et non, mais OK. tu sais, des fois, on part un peu plus avec une posture plus favorable, je dirais, mais après, tu as l'environnement qui accélère les compétences. Et non, parce que pour moi, c'était trop d'une évidence, c'est quelque chose que je maîtrise. Non, moi, j'ai toujours voulu, Hey. jusqu'à 25-30 ans, là, j'ai toujours voulu être un grand sportif professionnel. Puis c'était quoi le sport? Qu'est-ce que tu... Bien, au départ, c'était le taekwondo, après le baseball, après, je suis tombé en amour avec le football, ce qu'on appelle ici le soccer. OK. Mais un Québécois
pure laine. À l'époque, hein, c'est pour Ça ceux qui... sortait du lot, là. Ben oui, surtout sur la Rive-Nord, tu étais voué à jouer au hockey ou machin. Mais moi, c'était le soccer. Et très tôt, j'avais 14-15 ans, j'avais cette idée de devenir pro. Et quand j'ai une tête de cochon, je l'ai fait jusqu'à très longtemps, jusqu'à la vingtaine, début vingtaine. J'ai fait le cégep, l'université sport-études, machin. Et j'y croyais, là. J'ai même été à l'étranger. Je me suis inventé des essais où il n'y a personne qui m'attendait. Puis je suis arrivé au Maroc, en Ah. Tunisie, au Portugal. J'ai collectionné tellement d'échecs. Mais c'est là où j'ai tombé en amour avec l'humain dans toutes ses saveurs et ses splendeurs. Et donc, tu créais les opportunités. Où est-ce qu'il n'y avait pas de porte, tu créais Tu une as tout fissure. compris. Mais raconte Ben, c'est, d'où vient ce courage, cette fougue. ben, le courage, il y a quelqu'un, un jour, j'avais entendu, il disait, je pense un psychologue, il disait, le courage, c'est rien d'autre que la peur en action. Et plus que tu la Oh, mets en wow. action, ben, plus que tu y prends plaisir et plus que ça devient moins courageux parce que tu es habitué. Ouais. Et donc, très tôt, j'ai vécu des choses qui ont fait en sorte que j'avais moins peur de d'autres choses. Tu sais, on dit toujours, nos expériences, lorsqu'on est jeune, vont têter on va Oui. devenir, notre caractère et toutes sortes de compétences qu'on va développer. Jeune, j'ai perdu un frère Enfin. dans un accident tragique. Donc, c'est sûr que c'était vraiment très difficile. Et après, ben, on s'est mis dans des cadres dans lesquels on se challengeait. Puis voilà. Ton premier emploi, c'est quoi? Mon premier emploi Oui. officiel, Officiel? à 13-14 ans, je travaillais. Il y a des gens qui vont juger mes parents, là, mais c'est moi qui voulais. Mais à 13-14 ans, je travaille dans une shop OK. de produits sanitaires. Et ça a forgé mon existence. Il fallait que je crée du lien avec, tu sais, la personne qui était bougonneuse dans l'usine, qui chialait après tout. Et je devais aussi connecter avec le client. Puis j'étais tout jeune, je servais les clients, je devais monter des palettes de produits sanitaires. Mais tu vois, je suis vraiment comme... C'est sûr que ça faisait pas partie de tes tâches, mais que toi, tu as pris la responsabilité de... Je vais faire sourire ces gens-là, je Oui, vais tu as les tout rendre... compris. Tu as tout compris. Tu as J'ai mis eu ça sur tes épaules très jeune, là. ben, c'est-à-dire que j'avais des modèles extraordinaires avec mes parents. Et OK. donc, traiter l'autre avec dignité, toujours en faire un peu plus, ben, ça, c'est des aptitudes qui m'ont été données jeune. J'étais un entrepreneur en étant un simple salarié. Je l'ai toujours été. Peu importe dans quel métier, d'en faire un peu plus, de marquer les esprits, de ne pas se limiter à ce qu'on te demande. Aujourd'hui, Benoît Chalifou, c'est un conférencier international. Moi, j'aimerais savoir comment la conférence arrive dans ton parcours. Très improbable. Très improbable. Pour tout dire, à l'âge de 30 ans, je ne sais pas ce que c'est un conférencier. Ah! Je n'ai jamais eu un soupçon de vouloir faire ce métier. OK. Certainement que tu as interviewé plein de gens que c'était leur désir, leur rêve. Jamais, jamais, jamais. En fait, j'enseignais à l'université à un certain OK. moment dans ma carrière. Là, donc, j'ai fait plein de boulot et à un moment donné, ma carrière de soccer a jamais débuté. D'accord. Je me blesse à la hanche, à un point tel qu'on me remplace la hanche. Et là, donc, je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je deviens? Et ça faisait tellement partie de mon identité. Du jour au lendemain, ton rêve, Tu perds tous tes repères, là. ben, tu as tout compris. Quand tu investis tant de temps à quelque chose, ça devient un peu qui tu es. Ouais. Et donc, j'ai dû prendre un pas de recul. Je suis devenu secrétaire à l'université. Un poste qui était ouvert à 24-25 ans. Je OK. postule. On me dit, c'est secrétaire. J'avais un bac en admin. Et là, je dis, ça paye combien, tu sais? J'en ai C'était rien à la secouer. question dans ce Ben temps-là. oui, fait que là, on me dit, je sais pas, je dis, ben, je vais prendre le métier, je vais prendre le rôle pour commencer. Puis là, j'étais à secrétaire, là, OK? Mais il n'y a pas de secrétaire qui a un bac en admin, tu comprends? Puis c'est Ouais. très peu des hommes. Moi, j'en avais rien à secouer de tout ça. Je me disais, ben, chaque personne qui va venir pour poser une question, je vais te traiter comme un roi, comme une reine. Et je me rappelle, j'avais envoyé un plan stratégique à la doyenne de l'époque, à la lumière de mes observations comme secrétaire. Là, on m'avait convoqué, on m'a dit, là, c'est qui celui-là? Et j'ai fait plusieurs postes à cette université-là. Et à un moment donné, je suis devenu chargé de cours. Et c'est vraiment quand je suis devenu chargé de cours que j'ai apprécié particulièrement de partager
Et souvent, les étudiants venaient me voir, là, ça m'arrivait fréquemment, de dire « Hey, pour la première fois, je suis le cours du début à la fin. » J'ai un intérêt. Ouais. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais de si particulier? » Mais j'aimais vraiment connecter avec les uns et les autres. Et quand quelqu'un était peut-être intéressé à son téléphone moindrement, je reconnectais et j'essayais vraiment de faire des scènes du théâtre alors que je devais présenter un simple cursus universitaire. Si tu veux. Et donc, la conférence arrive comment? La Ben, il y a première, quelqu'un, oui, Élie Elia, je le salue, un prof qui est un très bon ami, il est encore prof à la même université, qui, lui, un jour me dit, c'est extraordinaire, hein? Vous savez, quand vous avez des gens autour de vous qui identifient des talents que pour c'est vous, ça qui c'était... voit quelque chose que nous-mêmes, on voit Ben, pas. parce qu'on le vit au quotidien. Voilà. Et donc, Élie me dit, j'organise un événement pour un groupe technologique, là, une association qui va regrouper plusieurs cursus universitaires. Il dit, voudrais-tu faire une petite présentation? Je dis oui, je me rappelle. Je me rappelle plus c'était où, mais je me rappelle que c'était très noir, peu de lumière. Et je me rappelle qu'il y avait à peu près 9 participants, OK. dont une qui m'a tellement marqué les esprits, cette jeune étudiante à l'époque, qui aujourd'hui m'a rembauché dans une entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'elle avait été témoin de la première. C'est extraordinaire. Et après cet événement-là, où il y avait juste 9 personnes, je me suis senti vraiment, wow, ça c'est extraordinaire. Et là, on me dit, parce que c'était bénévolat, on me dit, ah non, mais ça paye être conférencier, tu peux gagner de l'argent, tu peux gagner de l'argent en À présentant. faire ça. Et après, Petit Train va loin, j'ai fait ça à Montréal Cowork, un espace de coworking, Oui. où au départ, c'était gratuit, après, on chargeait 10 $. Fait que c'est toi-même qui les organisais. là. Non, C'est j'ai des pas gens ton courage. J'ai pas ton courage. Non, En j'ai... fait, le courage, c'est la peur qu'on Ouais. transforme en action. Oui, je sais. Mais non, ils organisaient l'événement, puis au début, on se partageait rien Oui. parce que c'était gratuit. Fait que c'était comme un peu comme un humoriste ou comme une pièce de théâtre. Qu'on essaie de casser le discours, Tu qu'on essaie raffines. de voir. Ouais. Tu raffines, En tu raffines. rodage. Rodage. Ben, c'est-à-dire, y a-tu vraiment de quoi? Parce que moi, mon idée, c'était pas que ma mère, mon père, mon ami me disent que c'était vraiment bon. Non. Non. Moi, mon idée, c'était une personne dans la salle qui investit son temps devant moi. Est-ce qu'il va prendre le temps de venir me voir après ou de m'écrire un long message sur LinkedIn ou autre plateforme web? Et c'est ce qui est arrivé. Et tout d'un coup, j'ai eu une demande. Faites-vous ça en entreprise? Ben, j'ai dit oui. Sans avoir la moindre idée, mais on dit oui. Oui, puis mon cœur de métier était clair. C'était tout ce qui était en lien avec l'humain. Oui. Donc, au début, c'était les soft skills. Après, j'ai appelé ça habileté relationnelle. Oui. Après, j'ai développé des contenus sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Mais Et dès le départ, tu sais que tu veux toucher l'humain. Oh oui, c'est clair. Oui, parce qu'on le voit, là, on le voit dans ta personnalité. Là, tu t'intéresses aux gens, là, tu poses des questions, I là, love tu it. écoutes. Avant de parler, tu écoutes. Ouais, ben oui. Puis par ailleurs, là, je partage beaucoup de choses parce que je me dis que des auditeurs, auditrices vont peut-être capter des pépites d'art. Oui. Autrement, j'ai aucun plaisir de faire ce que je fais là. J'aime mieux de te découvrir, Cathy. Sincèrement, j'ai aucun plaisir à faire ça, si ce n'est quand j'ai dit, peut-être l'auditeur, l'auditrice va capter un petit élément qui va peut-être faire évoluer sa trajectoire ou la changer. Donc, un truc important, c'est intéressez-vous à l'humain. On l'a vu dans ton arrivée ici. Tu as posé des questions aux personnes qui m'accompagnent dans le podcast. Studio Machine 4771 qui font un travail excellent. Ouais. Là. Fred, Guy, tu as posé des questions à propos de moi, à propos de qu'est-ce que je Ouais. fais. Ben c'est normal. Si tu parles de l'humain et tu ne l'incarnes pas, pour moi, il y a un gros problème. Donc, on se rappelle tes premières conférences. À ce moment-là, tu sens que ça te fait vibrer. Ouais. Est-ce que déjà tu sais que tu vas en faire une carrière? Non. Moi, tu connais l'analogie de l'aigle et de l'abeille? Vas-y. C'est très intéressant. L'aigle, c'est quelqu'un qui a cette grande capacité de vision. OK. Porte la vision, est capable de se projeter à 30, 40, 50 000 pieds dans les airs. Oui. Et l'abeille, c'est cette personne qui est très, très bon dans l'opérationnel, dans le quotidien. Oui. Moi, je suis une abeille 100 %. Je ne m'arrête jamais au 1er janvier de savoir qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine. Je ne fais pas de plan stratégique. Je n'ai pas cette grande capacité-là. Aucune. Zéro. Niette. Et donc, toi, tu sembles être un aigle. Mais je suis aussi la belle Oui. qui est dans le... C'est ça. Ça, c'est les gens que j'admire le plus. C'est des hybrides. Ils sont capables de se projeter à 50 000 pieds dans les airs, puis ils sont capables de gravir
sur le plancher. Ouais, moi, je suis juste une abeille. Non, arrête, là, je trouve ça vraiment intéressant. Quelle belle analogie. Tu sais, moi, j'ai été 22 ans en comptabilité à pas sortir du moule, à pas sortir du cadre. Et je pense que j'étais pas l'aigle. Tu sais, j'étais l'abeille puis concentrée sur mon travail, mais après ça, j'ai voulu donner un sens à ce que je faisais. Je voulais donner un sens à comment je peux redonner aux gens que j'aime, parce qu'on a cet amour profond Pour en l'humain. commun pour l'humain, pour la connexion humaine. Ouais. Ben oui, puis dans le fond, tu sais, ma femme ou certains partenaires que te diraient, ah, c'est pas vraiment vrai, il est capable de. Mais c'est juste que je le fais organiquement, si tu veux. Je ne sais pas comment expliquer. Tu le fais avec aisance et facilité, là. Ben, tu sais, non, mais dans le sens que, tu sais, j'ai pas cette vision, je me projette pas. Je laisse juste la vie m'offrir toutes sortes de belles opportunités, comme l'opportunité de te rencontrer, par exemple. C'est gentil, Non, c'est mais c'est gentil. vrai, juste d'accueillir les opportunités et de les saisir, ces moments-là. Si on te demande qui est Benoît Chalifou, je sais que tu es beaucoup dans les entreprises, je sais que tu es auteur, tu as écrit Mhm. un livre qui s'appelle Être à son meilleur, Ouais. que tu as écrit un peu en te disant il y a 3 personnes qui vont l'acheter. Mhm. Puis en fait, c'est devenu un best-seller avec plus de 20 000 copies vendues. Mais ça, c'est un beau projet parce que c'est un bel exemple parce que, tu sais, on parle de porte coulissante ou d'opportunité. Euh, Avec la carrière que j'ai jamais eue dans le sport, dans le soccer, j'ai quand même côtoyé des gens qui sont devenus pros. OK. Patrice Bernier, Hassoun Camara, tu sais, des gens comme ça. Puis à un moment donné, il y a Reda, un joueur de l'Impact qui aujourd'hui est courtier immobilier, qui me dit Benoît, il faut que je te présente un gars, vous avez les mêmes valeurs, vous allez connecter. Tu vois, ça, c'est une opportunité où je peux dire oui ou non. Oui. Ben, moi, je dis toujours oui à ces opportunités. Et donc, je dis, il n'y a pas de problème. Et le mec en question, c'est Hassoun Camara, qui est très connu, qui était à Radio-Canada, qui était un Wow. athlète très bien coté avec l'Impact de Montréal, qui est devenu le FC Montréal. Et donc, on s'en va au Zibo à Laval, je me rappelle. Et moi, je suis une vraie Sonia Benezra. C'est-à-dire que quand tu penses, je m'arrête avec une question, je t'en pose une autre d'élévation. Elle avait ce don, hein? Oui, Elle l'a oui, encore Sonia, c'est probablement, ça. là, mais je me rappelle que je l'écoutais religieusement avec Oui. mon père quand j'étais jeune. Oui, c'est vrai. Elle est extraordinaire. Elle a été à mon salon, là. On la salue. Ah, elle est extraordinaire. Moi, j'ai une admiration Ah! incroyable pour Ben moi elle. aussi, si un jour je peux. Non, non, mais j'ai une admiration parce que mon père l'admirait et mon père est décédé. Mais waouh! Mais tout ça pour te dire On que. revient au Zibo, tu poses des Ouais, je pose questions. beaucoup de questions et à un moment donné, après une heure de conversation, tu comprendras qu'Assoun n'a aucune idée de qui je suis, mais que je connais toute de sa vie. Et je lui dis tout simplement Assoun, plus que je découvre ton histoire improbable de devenir footballeur professionnel à 23 ans, c'est une statistique improbable, impossible, inimaginable. Je dis, tu devrais écrire un livre entre l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau. Parce qu'il y a tellement de parallèles. La prise de risque, très peu d'élus, et j'en passe et j'en passe. Et il me regarde, il dit, ah, je kiffe ton idée, en bon français. Oui. Il m'appelle le lendemain, il dit, mais moi j'étais chargé de cours à l'université à cette époque-là, puis il me OK. dit, ben écoute, moi, je joue des matchs, je suis footballeur, tu sais, il était à l'Impact, il était au cœur de sa carrière. Il dit, pourquoi tu l'écrirais pas avec moi? OK. Et devenir auteur, ce livre-là était possible grâce à ça, parce que je dis oui à un projet que je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Avec Hassoun Camara, ce livre prend naissance, Saisir sa chance, en 2019, juste avant la COVID. Et je dis à Hassoun, je vais me farcir tout ça. Et je t'avertis, moi, mon idée, c'est que j'écrive un livre sur mon sujet de prédilection, qui sont les soft skills. Grâce à toi, je vais être connu comme auteur. C'est comme conférencier, hein? Tout le monde veut devenir conférencier et quand tu as un certain succès, là, tout le monde, toutes les agences, Oui, tout le veulent monde. t'interpeller. Mais avant, quand tu es dans tes débuts, tu envoies des CV à toutes les agences, il n'y en a pas une qui te contacte. Moi, ça m'est. Tu Ça comprends? t'est arrivé. Ben oui, c'est un classique. Puis, il ne faut pas en vouloir, c'est Non, c'est normal. normal. C'est comme le monde de l'édition, tout le monde veut écrire des livres, mais personne ne veut en lire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'avais vu ça. Fait que j'avais dit, Hassoun, je vais l'écrire. Mais je te le dis, là, moi, je le fais parce que ben, ça fait plaisir, machin. Mais mon idée, c'est que là, le monde de l'édition vient de me picosser après. Ah, C'est ce qui est voilà. arrivé. Et j'ai Gallimard, qui est comme le meilleur éditeur français connu, dont Édito est l'édition québécoise de Gallimard.
Et donc, en Attends, pleine attends, tu COVID. vas trop vite. Donc, tu l'aides à écrire son livre, il publie son livre, Ouais. il a lancé son livre. Et toi, ça prend combien de temps de dire, OK, maintenant, c'est mon tour? Ben, écoute, là, je fais un peu de. Là, je deviens un peu conférencier d'une manière un peu plus en accéléré parce que ça s'est fait très vite, cette histoire-là, tu sais, OK. de conférence, là. Là, il y a la COVID-19. Oui. Donc, moi, mon éditeur va pas. va- C'était en septembre, juste avant la COVID, Oui. OK, de l'année de la COVID, en septembre, je signe le contrat avec Édito. Mais moi, je suis occupé à l'université, puis je donne des conférences, puis là, la trajectoire s'accélère. Tu sais comment c'est, hein, le Oui, oui. bouche à Quand il y a oreille? une montée, là, Ben, c'est ça. Et donc là, je me rappelle, grâce à ma femme, c'est arrivé ce projet-là parce qu'on est à Noël. Puis quand tu signes un contrat avec une édition, là, un éditeur, il Oui. t'envoie une prime, 50 du cachet de départ. Tu sais, genre pour te forcer à À accélérer écrire, le. là, voilà. Fait que là, on est au Noël. Là. Puis j'ai pas écrit une maudite page. Puis je dois le livrer en avril. Fait que je dis à ma femme, que j'admire tant, je dis, chérie, là, je vais te dire à Erwan, oublie ça. J'ai pas écrit, j'ai pas le temps, j'aurai jamais le temps. Elle dit, tu devrais pas. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, tu sais jamais ce que la vie peut offrir. Laisse ça en suspens. Et je l'ai écouté. Et qu'est-ce qui arrive? Au mois de février, fin février, COVID-19. Du jour au lendemain, toutes mes activités arrête. s'arrêtent. Et je fais de l'insomnie dans la nuit. Tu sais, c'est quand même Oui, c'est épouvantable. tout. On est Comme dans toi. l'événementiel, tout est arrêté. Comme tout le là. monde, comme nos amis ici. Et là, je me rappelle, je fais de l'insomnie, je m'en vais dans la chambre à ma fille, qui est devenue mon bureau après. Hein, tu sais comment ça s'est passé. Et là, j'ai pris un gros tableau blanc qui était vierge, qu'elle devait certainement faire de la peinture, mais qui était vierge. Je le prends, et peut-être 1 heure du matin, je me tape un petit vidéo de Seth Godin que j'aimais beaucoup. Oui, on aime Seth Godin. Seth Godin, qui parle des soft skills en 7-8 minutes. Et je dis, ben, c'est vraiment ça. C'est un génie du marketing. C'est un génie du marketing. Vraiment. Moi, je suis ses posts. Moi, je l'adore. Là. Il est extraordinaire. Il est très humain. Oui. Et, Très vrai aussi. Très vrai. Et là, je fais un collage de toutes sortes de photos qui sont mes relations. Un gros tableau plein de toutes mes relations que je découpe, machin. Il est 4 heures du matin, je suis encore là-dessus. Et ça a été le début de cette aventure parce que je venais de comprendre pourquoi je le faisais. Je le faisais pas pour en vendre, je le faisais pour les bonnes raisons. Et l'idée, c'était de laisser un héritage de relations. Et il est partout. Là, mon bureau est rendu en bas. Là. Ma fille voulait sa chambre après un certain temps et son intimité parce qu'elle a un frère. Donc, je suis parti en bas et il me suit partout, ce gros tableau. Est-ce que tu nous en parles un peu? Qu'est-ce que c'est les soft skills? Quelqu'un qui veut débuter dans ça? Ben, je pense que tout le monde doit l'incarner d'une certaine manière. Mais tu sais, les soft skills, c'est tout et rien, c'est très intangible. Moi, j'aime mieux parler d'habileté relationnelle. Oui. Certains parlent d'intelligence émotionnelle, mais l'intelligence émotionnelle, certains chercheuses disent que c'est pas nécessairement exactement ça. Moi, j'aime beaucoup vulgariser la science parce que c'est mon background. Je pense que comme conférencier où je me démarque, c'est que j'aime beaucoup utiliser des histoires, mais je les habille avec de la science, pas ce que je pense. J'ai trop une grande responsabilité. J'essaie de toujours amener ce que la science nous amène, mais de le vulgariser de manière élégante et inspirante pour que n'importe quel auditoire puisse comprendre. Oui, et que ça devienne des outils qu'ils peuvent mettre en place. Donc, les soft skills, les habiletés relationnelles, c'est tout ce qui est en lien avec l'humain. Tu les as qualifiés de manière élégante tantôt en parlant de connexion humaine. Oui. C'est qu'est-ce qui fait qu'on se connaisse ou pas, on est capable de créer un lien. Qu'est-ce qui fait que sur le long terme, certains s'en sortent mieux que d'autres dans les relations, dans le monde des affaires, dans notre vie privée? J'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites. Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que ce qui est présenté ailleurs, je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis que ça peut avoir un grand impact. Et toi, Lolive, est-ce que tu penses que c'est ça qui a ouvert les portes de l'international? Parce que tu es conférencier à l'international. Comment ça arrive? Ta première conférence outre-mer ou... Vous savez... Quand je dis vous savez, je parle mais tu sais, ouais, c'est ça. Tu sais, il y a des personnes, des fois, qui vont te faire une mise en relation qui change une vie. Oui!
Et moi, j'ai eu cette chance avec un certain François Rainville, que je salue, qui est un chef d'entreprise en tech, qui, un jour, grâce à un lien que j'avais avec un étudiant dans mes cours, où on allait en Chine pour un cours, peu En importe. Chine? Ouais, j'enseignais des cours, on allait. C'était vraiment génial. Et je crée des liens, moi, avec les jeunes. Et il y avait un jeune étudiant qui s'appelle Simon, qui est encore un ami. Tu vois comment le lien qui est rendu un chic type professionnel, bref. Et Simon, il me dit, Benoît, tu m'as tellement apporté dans le cours et tout, j'aimerais vraiment te mettre en lien avec quelqu'un qui, je pense, tu vas vraiment apprécier. Il dit, c'est parce que j'ai fait un stage dans son entreprise, puis franchement, j'ai jamais vu un leader aussi inspirant. J'aimerais te Oh, wow. l'introduire. Fait qu'il m'introduit, on va prendre un déjeuner ensemble. Il s'implique dans le refuge. C'est lui qui est derrière beaucoup tout ce qui est mobilisation financière pour le D'accord. refuge, Wow. avec Dan Bigra et compagnie, là. Oui. Et il me parle de ça, ça m'inspire, puis j'ai rien demandé, puis il me fait une mise en relation qui va changer ma vie. Il me met en relation avec la présidente de l'Association québécoise des technos. OK. Et une fois par année, ils ont un événement fort qui s'appelle Vision PDG. OK. Et je me ramasse, avant COVID, dans une salle où j'ai juste des chefs d'entreprise en techno devant moi. Et je fais une prestation hors norme de ce que je comprends. Et ça a changé une vie parce que là, quand c'est des chefs d'entreprise qui sont devant toi, ils ne font pas un comité, ils ne font pas un débat à savoir qui prennent comme conférencier. Ils disent juste, je le veux, vous l'embauchez. Et là, je reçois des dizaines et des dizaines de demandes de conférences. Et c'est vraiment là où ça a pris. Juste avant le livre, en fait. Ça a commencé là, comme ça, de manière très organique. Comme quoi, des fois, tu te fais mettre... Il y a une mise en relation de quelqu'un de crédible. La personne ne fait pas trop de vérification parce que, franchement, j'étais pas nécessairement... J'avais pas une grande carte de visite, là. Je veux dire, j'avais pas une grande feuille de route. Et je me ramasse devant des chefs d'entreprise en Qui, eux, techno. sont pas facilement impressionnants, Et qui, eux, non. en ont vu un puis un autre, Et puis puis là, qui sont je me rappelle impressionnés. encore, j'avais la chaise dans les mains. Je fais la conférence. La meilleure conférence que j'ai faite de ma vie, j'imagine. Je ne le sais pas, là. En tout cas, c'est celle qui a aidé à la propulsion. Ouais. Tu as fait plus de 1000 conférences, je pense, Ouais, que tu es rendu vraiment expert connu et reconnu dans ton domaine. Parmi les audiences que tu as eues, est-ce que tu te souviens d'un épisode où ça l'a moins bien été, où il y avait une séquence où ça a été un peu plus difficile? Tu sais, les parties de Noël, là, parce que dans mon domaine, le thème que j'offre, tu sais, le lundi, je peux être avec des personnes dans le domaine de la plomberie, le mardi avec des avocats, des associés, le mercredi avec des gens du CHUM ou d'un CIUS, ou, le jeudi avec des oncologues, le vendredi avec une compagnie de vitres. Je veux dire, c'est des audiences diversifiées. Extraordinaire. Et donc, je dois toujours calibrer la profondeur du sujet, l'adapter, même dans mon langage. Et donc, un jour, on me demande, c'est une autre association, je ne veux pas la nommer, là, je m'en vais là, présenter ma conf, mais là, je me rends compte, tu sais, s'il est 18 h, il y avait le bar open, là, puis c'est la mise en bouche pour le party de Noël. Mais il y en a 2, 3, là, sont déjà partis. Ben oui, mais là, moi, je présente. Et il y en a un, il était complètement... je l'ai recadré. Je lui ai tout simplement dit, honnêtement, peut-être vous êtes mieux d'arrêter l'alcool, puis peut-être vous voudriez peut-être faire autre chose que d'être dans cette salle, puis je vous invite d'y aller. À un moment donné, il faut avoir une approche ferme parce que là, ça dérange tout le monde et ça me dérangeait beaucoup. Moi, ça ne me dérange pas que les gens partagent leur point de vue, qui apportent des nuances à mes propos. En fait, ça me plaît. Mais c'est challengeant, mais on répond aux défis. Là. Ouais, moi, ça me dérange pas. Mais qu'on manque de respect, ça m'interpelle. Fait que ça, j'ai eu une fois. Une autre fois où il y avait une personne qui jasait énormément à sa table. Je l'ai recadré aussi. Puis la dernière, un peu plus cocasse, c'est qu'à un moment donné, parce que je suis très... Là, je dois rester assis, mais je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Certains diraient que je fais du yoga ou du théâtre, que je suis suspendu sur un fil, sur une scène. OK. Et à un moment donné, 2 choses cocasses. Une fois, j'étais au Cameroun, puis je tombe en arrière de la scène. je tombe avec les rideaux, tout tombe. Puis la deuxième, c'était cocasse, tout le monde arrive. Mais la deuxième... Tu reviens sur scène comme ça. Je reviens, oui. Puis moi, j'utilise ça pour amener de l'humour. Oui. Moi, j'aime beaucoup prendre l'auditoire pour alimenter mon humour. C'est ça qu'il faut faire. Ouais, j'adore.
Mais l'autre chose cocasse, c'est qu'un jour, je suis à Victoriaville, une scène, doit être 500, je ne sais plus. Et là, je me penche et mon pantalon fend Ah! du haut vers le bas. Genre, ça pend. En culotte. Tout le monde a bien ri. Et là, j'ai utilisé beaucoup le running gag. Puis je suis resté de même, là. T'es resté Ah en ouais. petite culotte sur Ben non, la mais je n'étais scène? pas en petite culotte. Non, Le mais je pantalon comprends, était là, je mais comprends. tout était Mais pendait. c'est exactement ça que je veux que les gens viennent partager au showcase des conférenciers parce que sur Instagram puis sur les médias sociaux, c'est autant la vie glamour des conférenciers, mais ça se passe pas toujours aussi bien que Non. ce qu'on voit. Puis moi, j'ai déjà vu une fille sur la scène avec une jupe portefeuille. Puis justement, la jupe s'est défait. Elle s'est ramassée en petite culotte sur la scène, mais elle est sortie de scène. OK. C'est ça, parce que c'était Ouais. plus difficile de Non, non, pouvoir c'est plus continuer. délicat, là. Mais tu sais, Mais quand tu dis, il arrive quelque chose sur la scène, puis qu'on nomme, puis qu'on en fait ouais. quelque chose d'humoristique. Tu sais, moi, j'ai déjà vu un conférencier où il y a un manque d'électricité sur scène, puis la personne continue de parler Ah! comme si rien s'est passé. Mais ça, faut pas faire ça. Mais ça m'est arrivé à Dakar, par exemple, au Sénégal. Ben, raconte. Il y a eu, ben, tu me fais penser à ça. Ça a été un beau moment. La Chambre de commerce de Dakar, pas d'électricité. Puis là, mais dès le départ, c'est-à-dire qu'il me dit, oh, on va attendre. Puis il y avait c'était bondé de monde. Il me dit, oh, on va attendre. Je dis, non, mais c'est parce que les gens sont là. Leur temps est très précieux. Je dis, Oh, moi, je wow. propose qu'on le fasse, puis qu'on s'organise avec la lumière qu'on peut avoir. Et on le fait comme ça. Ah! Et ça a été un moment extraordinaire. Il y a même un propriétaire d'une grande pharmaceutique ivoirienne qui m'a dit, j'aimerais t'avoir pour mes ressources, ne serait-ce que pour ta capacité d'imagination. Ouais. Adaptation, capacité de prendre un moment puis Fait- l'élever quand même. Là. Il y a deux choses. La première, c'est que j'ai été très chanceux. Je n'ai pas vraiment eu de moment où les gens manquaient de respect, etc. Vraiment pas. J'en ai jamais ressenti, ou très peu. Et la deuxième, pour être conférencier, s'il y a une piste qu'il faut vraiment, il faut avoir une flexibilité cognitive, Oui. une souplesse. Yes. C'est très important. Tu ne peux pas avoir un script déjà établi. Non. Oui, tu as des bases, tu as des grosses roches, mais la salle te parle. Oui. Écoute-la. Accélère le débit. Va droit au but. Abonde un peu plus loin. Va dans le granulaire, ils en veulent plus. Il faut lire l'auditoire tout le temps. Mais tu vois, je l'ai dit, tu es à l'écoute. C'est pas beaucoup de conférenciers qui sont dans l'écoute, sont dans leur présentation, dans leur tête. Donc, c'est bien que tu mentionnes cette partie-là. Tu fais beaucoup de conférences ici et ailleurs. Ouais. Plus Est-ce- ici. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent? Qui sont les personnes qui t'inspirent? Ma mère, ma femme, mes enfants, mon frère. Wow. Comment ils t'inspirent? Ma mère, par sa capacité de résilience. Puis la résilience, il faut quand même remettre un peu de lustre là-dessus. Hein? Ce n'est pas des biscuits, des matelas résilients. Là. La résilience, c'est un nouveau départ après une perte, après un deuil. C'est ça, Oui. la résilience. Surtout que qu'est-ce que tu nous as Ben partagé ouais. avec la perte de ton frère? là, c'est Ma sûr mère, que- elle a perdu son papa à 16. Elle a perdu son fils. Après, elle a Ah. perdu son mari, qui est mon papa. Et quand tu la vois dans une salle de 1000, tu peux pas t'imaginer que c'est cette personne. Ah. Elle a tout activé les facteurs de protection. Tu sais, les facteurs de protection, quand tu dois avoir de la résilience, créer du sens là, lorsqu'une réalité te dépasse, avoir cette immense capacité de flexibilité émotionnelle, de nommer les émotions, de les vivre, de grandir. Parce que la douleur, quand on vit quelque chose, Wow. elle demeure, la douleur. Ouais. Mais tu as une capacité de grandir. Et c'est ça qui fait que tu développes ta résilience. La douleur reste toujours, mais tu grandis. Et ma mère, c'est une femme extraordinaire pour ça. Donc, j'ai un modèle extraordinaire qui est ma mère. Après, j'ai ce qu'on appelle un tuteur. Hein, un tuteur, c'est une personne qui va, comme un tuteur de T'aider tomate. à grandir. Voilà. là. Ouais, et qui, non, mais un tuteur, c'est une personne qui te sécurise quand tu en as besoin. OK. Ma tutrice, c'est ma femme. Oui. À chaque avant-début de conférence, je texte ma femme. I'm about to go on stage. I love you. Et ça me rassure. Et quand je suis un peu plus stressé, parce qu'il y a des publics qui sont un peu plus stressants. Il y a certains publics qui sont beaucoup plus stressants, qui sont beaucoup plus demandants que d'autres. Oui. Et donc, lorsque je l'appelle, elle le sait que là, je suis un peu plus angoissé, un peu plus stressé. Elle me laisse. Un tuteur, une tutrice, c'est ces personnes, pour ceux qui nous écoutent, que vous allez vers, que vous contactez quand vous avez un brin de stress. Et fait cocasse, un jour, je suis devant 600 personnes dans un colloque de gestionnaires.
je veux texter ma femme parce que je m'en vais sur le stage. I'm about to go on stage, I love you. Mais je texte l'une des personnes qui organise. Et là, elle me répond quelque chose de tellement drôle. Elle s'appelle Mélanie. Elle me dit, je savais pas que notre relation avait évolué aussi vite. Et là, je dis, purée, c'était vraiment drôle. Et je l'ai dit, tu vois ça, je l'ai utilisé à la fin quand je parlais de l'importance d'un tuteur. J'ai utilisé l'anecdote. Elle était dans la salle, tout le monde a ri. Tu vois, d'avoir cette capacité de... Fait que ma femme pour cette capacité d'être une tutrice pour moi, ma maman par Sa résilience. sa résilience, mon frère parce que mon frère a été là lorsque moi, j'ai pas été là pour mon papa. Mon papa a été pris d'un cancer des poumons. J'ai fait beaucoup d'évitements parce que j'avais peur. Et mon frère, lui, a été là aux soins palliatifs. Il a même dormi là dans les pires des moments où il faisait de la démence. Puis, Wow. il y a ouais, beaucoup d'admiration pour mon frère parce que mon frère, Des fois, on pense que l'admiration, c'est pour les personnes connues, mais les personnes qui vivent ces moments-là, c'est pas des personnes connues, mais c'est des personnes immensément grandes bien sûr, dans ce et qu'elles font, dans comment elles le font. sont tellement. Et les dernières, c'est mes deux enfants parce que mes deux enfants me permettent. Si on veut savoir qui est Cathy, je vais demander à tes enfants. Si on veut savoir qui est Benoît vraiment, là, sans Demander à masque, tes enfants. ben bien sûr, ils vont dire tout ce que je fais, tout. J'avais jamais Ben, pensé ça. Quelle perception, quelle bonne bien idée. sûr. Et mes enfants m'ont permis de cultiver cette naïveté qu'il ne faut jamais perdre, cette Wow. curiosité, et qu'on est un modèle et que si nos enfants manquent de respect à d'autres, c'est peut-être parce qu'on en a manqué, c'est peut-être parce qu'on n'a pas toujours, des fois il y a d'autres facteurs externes, mais je trouve que pour moi, c'est les personnes qui me remettent en perspective tout, Qui donne un sens à tout. qui donnent un sens à tout. Ici, on parle de prise de parole en public, mais on parle aussi de storytelling. Ouais. Est-ce que tu nous en as partagé Mm. quelques-unes? Est-ce qu'il y a une histoire que tu as entendue quand tu étais plus jeune, qui t'a suivi toute ta vie? Quelque chose que quelqu'un t'a dit ou quelque chose que toi, tu as vécu, que tu dis encore aujourd'hui, cette histoire-là, elle a un impact dans ma vie? Ouais, j'ai des histoires signatures, bien sûr, que je Tu peux m'en utiliser. partages une? Ben, tu sais, que je peux utiliser, que ça soit dans le thème de la résilience, que ça soit dans le thème de ici, la diversité était votre plus grand atout ou l'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles. N'importe quel des thèmes, je peux l'utiliser. C'est une histoire extraordinaire. Moi, je suis quelqu'un de très curieux envers l'autre et surtout, je suis curieux envers une personne qui ne me ressemble pas. Parce que je l'ai découvert très jeune que la beauté réside dans la différence. Oui. C'est le fun quand que je côtoie une personne qui me ressemble par son prénom, son nom de famille, qui a grandi dans le même environnement. On s'entend bien, on pense pareil. Mais plus qu'on goûte à la différence, plus qu'on est émerveillé par cette différence qui nous élève. Et donc, quand j'étais jeune, j'avais ce désir de devenir joueur de soccer professionnel et à un moment donné, jouer avec les Conquérants de Laval, bref, peu importe. Et puis, à un moment donné, j'ai eu cette curiosité de vouloir jouer à la Ligue haïtienne, jouer à la Ligue africaine. Et j'ai une image, cliché, quand j'avais 17 ans, photo, où je suis le seul blanc dans l'équipe du Sénégal, entouré, puis là, je dis toujours à la Wow. blague, est-ce que vous me reconnaissez? Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'est passé à Côte-des-Neiges. J'ai eu le privilège de voyager partout dans le monde, Cathy. Mais mon voyage le plus formidable, À Côte-des-Neiges. c'est à Côte-des-Neiges. Ah! Et mon point, c'est que tu n'as pas besoin de voyager pour voyager. Va à la rencontre de l'autre. Pas juste demande t'es d'où, puis tu es du Sénégal. Non, chaque Sénégalais est différent. Est-ce que tu es capable de découvrir qui est cette personne extraordinaire devant toi ou tu laisses résider au premier détail, au stéréotype? Et donc, j'ai une image quand je parle de normaliser l'inconfort ou quand je parle de souplesse cognitive. Je mets cette image-là parce que ça te permet d'être meilleur, mais aussi de développer de meilleures perspectives. Donc, ça, c'est une histoire signature. Et l'autre histoire signature, c'est le décès de mon frère parce que je peux l'utiliser de toutes sortes de manières. L'histoire de mon frère qui est décédé dans un accident tragique à la maison, devant une fête familiale où il y avait des tantes, des oncles, où j'avais à peine 8 ans, mon frère avait 6, et celui qui est décédé, Martin, qui porte le nom de mon fils, avait 3 ans, s'est noyé dans notre piscine.
Pendant qu'il y avait la visite, pendant Oui, qu'il y oui, avait on les était, gens. ouais, concours de circonstances. Quelqu'un qui tombe dans les escaliers, un cousin, se fait à l'arcade sourcilière, part, revient de l'hôpital. Et là, pendant une fraction de seconde, tout le monde va voir comment il va. Et pendant cette fraction de seconde, mon petit frère se laisse glisser dans la piscine. Oh my God. Et je l'utilise parce qu'il y a plein de gens qui ont fait des choses extraordinaires. J'ai découvert aussi que le deuil, ça ne se Oui. vit pas pareil. Non. Mon père, ma mère ont vécu des émotions différentes, dans une séquence différente. Les besoins n'étaient pas les mêmes. Ça m'a permis de comprendre plein de choses. Toi, comment tu l'as vécu? Très dur, comme mon frère, comme... En fait, je l'ai vécu dur parce que du jour au lendemain, je suis passé d'extraverti à introverti, à ne pas être capable d'exprimer ses émotions. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est il y avait un endroit qui s'appelait à Laval CAP. Et c'était pour aider les enfants puis les jeunes, les adultes qui vivaient par des deuils difficiles à s'exprimer. Et ce qui a vraiment fait la différence de ce que j'ai compris, c'est ce que ma mère m'a dit, c'est que je dessinais l'art-thérapie. Et c'est peut-être pas pour rien qu'aujourd'hui, je suis le président du conseil d'administration du CAP, qui est un autre CAP à Montréal, Wow! qui s'appelle le Centre d'apprentissage parallèle, qu'on aide les personnes fragiles par l'art et la thérapie. Et des fois, j'y vais avec mes enfants. Ils développent beaucoup la sensibilité à l'autre. C'est magnifique. C'est fou comment tout est interrelié. Tu sais, que quand on vit des choses qui sont incroyablement difficiles, après, on est capable de les transformer. Ouais, Merci d'avoir partagé cette histoire-là. Là, on sent que c'était puissant, que c'était fort, que c'était... ouais. Ben, c'est des histoires signatures. Je ne les partage pas pour le plaisir de les partager. Je me dis toujours, est-ce que ça en vaut la chandelle? Puis est-ce que c'est utile et ça va être non seulement inspirant pour les personnes qui m'écoutent, mais surtout, est-ce que ça va leur donner des outils concrets? Je me sens privilégiée. Merci. Il y a des dirigeants d'entreprise qui écoutent le podcast Showcase des conférenciers. Pourquoi on appelle Benoît Chalifou? Pourquoi on appelle Benoît Salifou? Moi, je suis tellement pas bon pour me vendre. Appelez-moi pas si vous voulez pas. Non, Mais en fait, tu as partagé beaucoup d'histoires qui fait en sorte qu'ils vont t'appeler, c'est certain. ouais. Ben, je sais pas. En fait, moi, moi, j'aime apporter de la valeur. Et souvent, c'est particulier ce que je vais te dire, mais souvent, avec le chef d'entreprise qui m'embauche, c'est le début de l'aventure. Oui. C'est-à-dire que j'ai envie de savoir comment je peux l'aider parce qu'il me fait confiance. J'ai eu plein d'exemples. À un moment donné, il y a un chef d'entreprise en techno. Il m'embauche pour une conférence, tu sais, à l'événement. Il me ramène une semaine plus tard dans son affaire. Tu sais, c'était quand même, c'était un zélé, là. Je l'adore. C'est un entrepreneur typique. Ben oui. À cette époque-là, ils étaient déjà 500. Aujourd'hui, ils sont 5000. Ah, Et après la présentation, je lui demande, François, c'est quoi ton plus gros défi? Puis il me dit, ben moi, j'ai de la misère avec les programmeurs, ça coûte cher, puis on n'en trouve pas. Puis pendant ce même moment, je fréquentais, en relation professionnelle, un Marocain d'origine qui qui était programmeur ici, puis qui a livré des projets québécois toute sa vie. Puis il allait immigrer au Maroc OK. après avoir un parcours au Québec. Puis il voulait partir une boîte. Fait que qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Tu les as mis en relation? Non, pas juste ça. J'ai dit, on a un lunch prévu, François, Mustapha, ensemble, telle date. J'ai dit, mais pourquoi faire? J'ai dit, faites-moi confiance. Et je leur ai dit, François, je te présente Mustapha, François. J'ai dit, Mustapha va ouvrir ta boîte en techno au Maroc. Aujourd'hui, ils doivent être 200 employés. Ça m'a coûté un lunch qui était délicieux que je n'ai jamais payé. En fait, moi, j'adore créer des relations gagnant-gagnant. Wow. Fait que être conférencier, c'est mon métier, mais on peut faire plus. Donc, oui, donner des outils concrets, être utile, c'est ce que je veux faire dans la conférence. Moi, je ne vais pas parler que j'ai monté une montagne, puis je veux vulgariser la science de la manière la plus élégante possible avec des histoires, certes, qui vont inspirer, mais à la fin, je vais être utile. Oui. Quels sont les outils qu'ils vont pouvoir utiliser au quotidien? C'est ta façon à toi de redonner. Ouais. Donc, des dirigeants d'entreprise écoutent le podcast, des aspirants conférenciers écoutent le podcast. OK. Qu'est-ce qu'on dit à eux? Eux qui veulent devenir conférenciers, eux qui regardent ta carrière et ils disent, moi aussi, je veux faire ça au jour. Oui, bien, c'est ça le problème. C'est souvent cette question, quand tu finis une conf, il y a plein de personnes qui viennent t'interpeller. Ils disent, ah, j'ai toujours voulu faire ça, nanana, comment on fait? Et moi, je réponds toujours la même chose, j'ai jamais voulu le devenir. Donc, je dis, dans notre domaine, qui est un domaine que tu connais, hein, très peu d'élus. Oui. Je veux dire, tout le monde, beaucoup de gens veulent devenir conférencier, mais la réalité, c'est que c'est pas toi qui décides. Non. C'est l'auditoire. Oui. L'auditoire,
Hey, moi, c'est pas des fêtes. Il y a beaucoup de gens, je leur dis toujours, ben, comment vous avez eu mon nom? Puis là, on me dit, ben, c'est mon conjoint, tu as vu à tel événement, on a tellement parlé, là, C'est le bouche-à-oreille. incroyable. Mais à l'intérieur même des cellules familiales, puis après, c'est que tu travailles dans une entreprise X, tu peux déménager dans une entreprise Y, tu me ramènes après. Fait que je pense que ce qui est très important, c'est d'avoir confiance en soi, mais d'avoir cette lucidité, de savoir qu'est-ce que les gens voient. Est-ce qu'ils prennent le temps d'écrire après une prestation, d'en parler autour de soi? Ça, c'est des lumières vertes. Moi, j'ai découvert la grande différence dans mon désir de devenir footballeur professionnel, la grande différence entre persévérance et persistance. J'ai été beaucoup dans la persistance. Tous les retours que je recevais, c'est: tu as beaucoup d'énergie, tu vas très vite, mais il te manque un peu de talent. Quand on me parlait de foot, à chaque C'est ça. fois. Mais je persévérais. Mais à un moment donné, ça s'est traduit en de la persistance. Il faut persévérer. Et la ligne est mince entre les deux. Hmm. Fait que conférencier, oui, tu peux le manquer 2, 3 fois puis raffiner ton contenu. Mais l'auditoire, c'est elle qui décide. Fait que c'est le bouche-oreille. C'est ce que les gens prennent le temps de t'écrire quand ils n'ont pas besoin de t'écrire. Ah, Pour moi, c'est c'est la puissant. clé. Puis évidemment, raffiner son art. Mais Oui. je vais t'avouer, j'ai jamais fait de cours de théâtre, j'ai jamais fait de cours de prise de parole. J'ai pas, j'ai jamais pratiqué vraiment, si ce n'est quand j'étais en prestation. Et donc, tu as raffiné ton talent qui était naturel, mais que tu as... Oui, mais je pense que c'est important ce que je vais dire, que tu me fais réfléchir. Prendre le feedback. Le Oui, feedback, c'est un cadeau. oui. Si tu savais combien. Avant, j'étais beaucoup comme un essuie-glace un wiper de Oh char, oui, un essuie-glace. un essuie-glace de véhicule. Je bougeais beaucoup trop. Je me rappelle, il y a une personne un jour, elle me dit: Hey, t'es étourdi toute la salle, tu devrais peut-être fixer tes pieds. C'est ce que j'ai fait. J'ai gardé mon énergie, mais de manière granulaire. Ça, je Ah, l'ai voilà. adapté. Un autre me dit: Tu sais, quand tu vises quelqu'un sur son téléphone, peut-être que la personne prenait juste des notes, puis même si ça répondait à une urgence, comment tu penses qu'elle se sent devant tout le monde? Je ne l'ai plus jamais refait. Ça, c'est arrivé à Ah, Regina, je me wow. rappellerai toute ma vie. D'autres m'ont dit: Tu es un peu polarisant parfois dans certains thèmes. Je l'ai adouci, je l'ai nuancé. Donc, prenez le feedback et intégrez-le. Oui. On s'est adressé à des dirigeants d'entreprise, on s'est adressé à des aspirants conférenciers. En terminant, j'aimerais ça qu'on s'adresse à Benoît Chalifou quand il avait 20 ans. Qu'est-ce qu'on lui dit? Si tu avais l'opportunité de te parler quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que tu t'aurais dit? Ouf. À 20 ans, Ouais. j'aurais dit de ne pas manquer des moments aussi importants que celui d'une maladie, Oui. comme mon papa. C'est la seule chose que... Ah, wow. Puis je peux pas avoir de regrets, je peux juste apprendre. C'est pour ça que dès qu'il y a quelque chose dans mon entourage aujourd'hui, un ami qui a perdu son père dans un cancer du cerveau, j'ai été à tous les jours aux soins palliatifs, c'est pas Ah, pour rien. Je peux pas revenir dans le passé, mais c'est la seule chose que je dirais. wow. Ce partage-là est particulièrement touchant. Donc, je peux prendre le temps de dire merci. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de partager ces moments-là avec moi. Je me sens privilégiée. Oh, c'est moi. Merci à toi. Merci de ta belle écoute. À presto. A presto. Grazie mille. Merci. Obrigado. Merci en pile. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers. Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager, si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot ovation et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!